Bonjour, notre intervention intitulée Le socialiste utopique du XIXe siècle. Saint-Simon, Owen, puis, enfin, Ferrier. Dans les continuations de lumière de socialistes utopiques, on vit l'antagonisme des classes, mais ne sachant pas comment pratiquement le prolétariat peut s'émanciper, il cherchait une solution dans la science sociale. À la lutte sociale, ils substituaient leur propre ingéniosité, rêvaient d'un monde idéal fabriqué de toutes pièces. Hors de l'histoire, ils ont certes vu que la classe ouvrière est la plus souffrante, mais ils voulaient améliorer les conditions matérielles de la vie pour tout le monde de la société, même les plus privilégiés de l'humanité tout entière. Ils pensaient qu'il suffit de comprendre leur système pour voir qu'il est le meilleur et vouloir le réaliser. Ils ne théorisent donc pas l'action révolutionnaire et cherchent à atteindre leur but par des moyens pacifiques, à savoir la force de l'exemple, des expériences politiques, qui d'ailleurs vont toutes échouer. Sous le détail fantaisiste, Engels souligne qu'existaient dans ces théories des idées générales importantes. Marx et Engels ont retenu parmi les grands utopistes, surtout Owen, Saint-Simon et Fourier. Premièrement, la pensée de Saint-Simon. Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, né et mort à Paris le 17 octobre 1760 et décédé le 19 mai 1825, est un philosophe, économiste et militaire français, fondateur du Saint-Simonisme. Ses idées ont eu une postérité et une influence sur la plupart des philosophes du XIXe siècle. Philanthrope et philosophe de l'industrialisme. Il est le penseur de la société industrielle française qui était en train de supplanter la société d'Ancien Régime. À la fin du siècle de Lumière, l'économiste André Pieter le décrit par la formule le dernier des gentilshommes, le premier des socialistes. Il est le cousin éloigné du duc de Saint-Simon, célèbre mémorialiste de la cour de Louis XIV et de la Régence. Premièrement, l'expérience américaine de Saint-Simon. En 1779, donc 10 ans avant la Révolution française, il part pour l'Amérique, combattre pour l'indépendance des États-Unis. Il se passionne pour la liberté industrielle. Il comprend que la Révolution américaine ouvre une nouvelle ère. Une forme de civilisation va naître, une civilisation de la production. Les États-Unis apparaissaient comme un pays où le dogme religieux éteint, puisque toute religion se voit admise et qu'aucune ne domine. L'Amérique ignore le privilège des classes, l'oppression, l'exploitation élaborée par les oisifs. Il n'y a pas de notion finante vivant aux dépens de la nation travaillante. Dans l'ancien monde gouverné les improductifs, le poids de l'État se manifeste en Amérique avec une force moindre qu'en Europe. Dans une nation égalitaire, le carcan étatique ne torture point les industriels. Les Américains s'attachaient au développement de l'industrie et garantissaient la liberté individuelle. Saint-Simon ont hérité de Lumière veut qu'un conseil scientifique gère la planète, au savoir de guider et d'administrer la communauté. Savants et artistes dirigeront la marche de l'esprit humain. Le travail se précise par contraste avec le
Parasitisme des oisifs. L'homme doit travailler. Le travail est une extériorisation productive dans le domaine de la création littéraire et scientifique comme dans celui de l'effort technique. À ce monde où l'homme organise de pompe le réel, soumet les choses à sa volonté, s'oppose la joyance de l'oisif. À partir de 1816, le concept de travail se trouve de plus en plus clairement formulé et explicité. Tout apparaît comme devant se faire par l'industrie et par conséquent pour elle. Du pouvoir savant, nous passons au pouvoir industriel, à la mise en relief de la classe des industriels, seule classe utile. Le savant Louise Serran subordonné le travail et le sens de l'homme. La société tout entière repose sur l'industrie. L'industrie désigne toute production, toute relation, tout acte par lesquels s'opère l'humanisation de la nature. Comme chez Marx, il faut avoir pour principe l'homme incarné dans une situation historique, l'être en tant que producteur. Mais la méthode de Saint-Simon reste utopiste. Le gouvernement des choses sera le produit du discours et de la persuasion. La violence est exclue de l'univers saint-simonien. Elle hérite en cela de la pensée de Lumière. La société libre s'impose d'elle-même. L'ère industrielle est un nouveau moment de l'esprit qui succède au temps d'ignorance et de barbarie. Deuxièmement, la parabole des abeilles et de frelons. Si le travail est premier, si l'industrie informe le monde et éduque l'homme, l'oisiveté par ruse violence s'empare des fruits du travail. Le grand conflit de la nation travaillante et de la nation finante nous fournit le schème de toute lutte de classe à l'époque industrielle. Le labeur des abeilles est spolié au profit d'une armée de frelons. Là où Marx spécifiera la relation d'exploitation sous la forme de lien entre l'ouvrier et le capitalisme, Saint-Simon creuse le thème plus général de l'interaction entre la production et la consommation non productive, l'art de gouverner et l'opération qui légitime le vol généralisé. L'industrie se trouvait exclue de toute participation active à l'État et à la direction depuis la vie sociale morte et que les rosés possèdent toutes les commandes de la nation. Nous supposons que la France perd subtilement ses 50 premiers physiciens, ses 50 premiers chimistes, ses 50 premiers physiologistes, et le sont d'autres personnes de divers états non désignés le plus capables dans les sciences, dans les beaux-arts et dans l'art et métier. La nation deviendrait encore son âme à l'instant où elle le perdrait. Si la France perdrait le même jour, officiers, ministres, conseillers d'État, nobles et autres parasites, il n'en résulterait aucun mal politique pour l'État. Ces textes célèbres expriment non seulement le thème de la lutte de classe et du dépérissement de l'État, mais aussi le credo fondé sur l'éthique du travail. Saint-Simon pose le principe de la lutte de classe avec la plus grande netteté. L'antagonisme des classes a été jusqu'à présent le trait distinctif des sociétés humaines. Saint-Simon annonce le célèbre principe de manifeste. Le conflit principal s'est noué entre nobles et producteurs. Saint-Simon analyse la genèse historique de l'élite de classe. Le système féodalo-militaire est né au 14e, 16e siècle, 6e siècle et se constitue définitivement au 11e siècle. La capacité industrielle a été apportée par l'affranchissement du commune avec le commune. Apparaît la propriété industrielle libérée de la puissance seigneuriale. De même, le pouvoir spirituel progresse dès que les Arabes introduisirent en Europe le ferment de la positivité scientifique. Or, nul plan n'est préparé d'avance. L'esprit, comme chez Hegel, s'est fait sans soucier des individus que sont, au contraire, ces instruments, risque de la raison. L'éclat de pouvoir
fédéalo-militaire a sonné. Le résultat de la lutte de classe est la suivante. L'industrie s'enrichit à force de passion d'économie. D'abord esclave, elle est maintenant indépendante de la classe féodale, qui lui était économiquement subalternisée. Le concept de classe industrielle est ambigu. Saint-Simon tend parfois à tout homogénéiser, unifier, mais peu à peu le texte mettra en relief les divisions au sein de la classe industrielle. Les producteurs sont divisés. La classe la plus nombreuse et la plus pauvre, celle qui n'a que le travail de ses bras, ne peut être confondue avec le chef de travaux industriels, honoré et puissant et possédant d'une certaine façon le pouvoir. Troisième point, la classe des prolétaires. 1789 introduit une nouvelle problématique. Jusqu'à là, masse de peuples des industriels faisait corps contre l'action de la féodalité, lutte contre le privilégié, le noble. La révolution accomplie. Les chefs de travaux industriels ont tiré des substantiels avantages du nouveau régime. La classe des prolétaires commence alors à poindre. L'unité de producteur a été détruite. Existe une classe qui n'a pas d'autre moyen d'existence que ses bras et dont le sort est inséparable d'un nouveau christianisme. Le projet social de Saint-Simon se situe dans une optique religieuse, théorie de fin, religion de l'humanité s'offrante, ce qui n'est pas contradictoire puisque toute religion est pour lui une conception scientifique matérialisée. Une application de la science, le principe de l'amour, a pour objet l'amélioration du destin de la classe des prolétaires. Dans la lettre à Monsieur les ouvriers, il écrit Vous êtes riches et nous sommes pauvres. Vous travaillez de la tête et nous de bras. Il résulte de ces deux différences fondamentales que nous sommes et devons être subordonnés. Le bloc se fragmente, mais la classe ouvrière ne s'affirme pas sujet. Elle est subordonnée au chef des travaux industriels. Le véritable sens de l'égalité manqua à Saint-Simon. Dans l'organisation sociale de 1825 apparaît la classe de prolétaires comme groupe responsable. Ils pouvaient être admis comme sociétaires. Se dessine le prolétariat comme groupe éduqué. Il existe un écart entre Saint-Simon et Marx. D'un côté, le prolétariat était certes conçu comme responsable, mais reconnaissant la supériorité du chef, de l'autre, une classe ouvrière sujet et non plus subordonnée. Le prolétariat n'est pas encore, chez Saint-Simon, la négation vivante de la société bourgeoise. L'époque ne peut encore le permettre. Quatrième point, les classes intermédiaires, ce sont les légistes et les métaphysiciens. Leur fonction fut médiatrice, mais ils ne substituaient plus désormais comme fossiles inutiles et parasitaires. Légistes et métaphysiciens représentaient un organe de transition destiné à ce que le système industriel ne déprisse point sous l'action de la féodalité, s'imposait un régime accomplissant le pouvoir théologique. Ce dernier servit mais fit obstacle à l'épanouissement du régime industriel. Les légistes et métaphysiciens dirigeaient les affaires publiques, renforçaient l'État, figeaient le processus historique. Ce sont les bourgeois au sens général du terme. La haine pour les légistes et métaphysiciens est en fait dirigée contre l'État, non administratif, mais instrument de coercition. Saint-Simon critique l'État et rêve d'une société non oppressive, d'une communauté libre dégagée des chaînes gouvernementales et bureaucratiques. Il faut dissoudre l'État et la caste qui le soutient. L'État est l'obstacle essentiel. Saint-Simon annonce Marx
appareil gouvernemental et étatique représente la classe sociale dominatrice. Elle incarne celle qui possédait le pouvoir. Cet État entrera en sommet avec l'apparition d'un règne véritablement industriel. Lorsque l'anarchie économique cédera la place à l'organisation industrielle, l'État sera dissous en tant qu'État. Le gouvernement administrerait les affaires générales dans leur intérêt au lieu de les gérer dans l'intérêt du peuple. Le gouvernant devrait jouer le rôle de délégué, de domestique de la nation travaillante. Gouverner n'est pas un travail positif. L'État doit simplement veiller à ce qu'un processus dont il n'a pas la direction réelle se déroule sans trouble. Il doit par conséquent s'effacer au maximum. À la force et à la violence, à la coercition de substituer une coordination. Le passage de la forme étatique à la forme administrative et la subordination du gouvernant. Leur rôle consiste à se plier à la discipline que le réel et le peuple leur agissaient. Il faut laisser la place au gouvernement de choses. Engels cite le passage de gouvernement des hommes et une administration de choses est une direction des opérations de production. Donc l'abolition de l'État se trouve déjà clairement énoncée ici. Ceci fait aussi du Saint-Simon un des fondateurs de la pensée anarchiste. Car ce triple pouvoir industriel, savant, artiste doit s'effacer pour que s'effectue un processus scientifique et rationnel. Le pouvoir s'autodétruit. Le seul critère d'un fonctionnement démocratique est la possibilité de répudier les institutions coercitives. Si un système politique n'étant point à réaliser l'intérêt de la masse, alors il lui faut pour subsister faire appel aux forces répressives. Mais lorsque chacun aperçoit nettement le but d'amélioration vers lequel on marche, l'appareil gouvernemental peut s'effacer le plus possible. Un autre christianisme va s'engendrer. Mais sa condition première est la mort de la théologie. Le paradis dont parle Saint-Simon n'est pas celui qui se donne dans un au-delà. Saint-Simon salue la venue d'une organisation fondée sur l'amour. Il faut œuvrer pour l'amélioration du sort du prolétariat, œuvrer pour la classe la plus pauvre et non par elle. Ce christianisme définitif annonce le bonheur terrestre. C'est un démonisme qui veut éliminer non le classe, mais le conflit de classe, élever le monde social au bonheur. Saint-Simon pêche par optimisme. Il élude le problème essentiel des méthodes d'action et il reste utopiste parce que prisonnier de son époque. Voilà notre intervention consacrée à Saint-Simon est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.